On voit essentiellement le plafond. Oui. Non, c'est bon. Allô, 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 j'ai pas de micro, j'ai pas de micro, allô. Quelqu'un avec un micro. Est-ce qu'il s'ouvre? Ah, très bien. Il n'y a pas de micro. Bon, mais on s'entend. Peut-être sur la console. Ça doit être ça. Oui, je pense. Ah, mais bon, on s'entend. Voilà, micro, bonjour. Geneviève. Bonjour, micro, ça marche? Le micro marche. Bien, eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je déclare donc ouverte la séance du conseil municipal de Dernier ce jeudi 19 août 2021. Il est 18h03. L'ordre du jour ne sera pas très long. Je vais tout d'abord vous dire que nous avons deux pouvoirs et donc excuser nos élus absents en ce mois d'août. Tout d'abord, Mélissa Ardito, qui a donné pouvoir à Michel Fredon, et Sophie Monin, qui a donné pouvoir à Marie-Pierre Berthier. Ils sont là, je vous les donne pour application. Ensuite, j'ai besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Gunilla Kainbach, je te remercie de ton engagement. Donc, nous attendons du secrétaire de séance, bien entendu, les notes qui peuvent être prises tout au long de la séance et qui guident évidemment la synthèse qui sera ensuite fournie aux élus pour le vote. Vous avez reçu les PV des séances du 5 mars, 1er avril, 22 avril et 11 juin. Donc à ce jour, je n'ai pas reçu de remarques préalablement. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces PV? Oui. Alors, ça dépend de leur longueur. Si elles sont longues, je vous propose de nous les envoyer. Voilà, exactement. Ça sera le plus simple parce que la procédure est la suivante. Je vais proposer au vote les PV tels que vous les avez reçus. Ensuite, je proposerai au vote les remarques qui interviendront sur ces PV. Hein, et donc, il faudrait les lire, mais si c'est très long, ben je ne sais pas trop comment faire, mais ça peut ennuyeux parce que de toute façon, sur l'ASA avant, on peut les diffuser telles quelles, hein, c'est pas le problème. Là, on les a en séance, donc je pense qu'on essaiera de voter, ou pas voter d'ailleurs, pour ou contre, peu importe, le vote reste totalement libre sur ces remarques. Voilà. Alors, pour ces PV, je vais donc faire la procédure habituelle, vous proposer le vote de ces PV tels qu'ils vous ont été transmis. Ensuite, il y aura donc les remarques. Voilà. Alors, PV du 5 mars 21, qui est contre? Qui s'abstient? Pour à l'unanimité. Je vous remercie. PV du 1er avril 2021, séance très budgétaire, comme vous vous en souvenez. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre? Sous réserve de la modification, bien évidemment. Ouais. Alors, votre modification portant sur... En résumé, hein. La modification porte sur mon intervention relative aux raisons pour lesquelles nous avons refusé le budget 2021. D'accord. Donc, il y avait un certain développement qui a été interrompu à 2 reprises. Et dans le procès verbal, la relation a été très très succincte au point que je n'ai pas retrouvé mes termes. Donc je proposerais peut-être pour plus de facilité de donner le texte à Marie-Odile de manière à ce qu'elle puisse l'intégrer. Je ne sais pas comment vous faites, par annexe ou... En annexe. En annexe. Absolument. Voilà. Si le conseil municipal le décide. Oui, bien sûr. Hein, parce que ça aussi, ça se vote. Alors, ce que je vous propose, donc, le PV du
du 1er avril est soumis à votre vote tel que vous l'avez lu en conseil municipal, tel qu'il a été rédigé. Alors, qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Pour. Je vous remercie. Il est donc adopté. PV du 22 avril 21. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour. À l'unanimité. Je vous remercie. 11 juin 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour. À l'unanimité. Juste une remarque pour le PV du 11 juin. Il était dit donc à la page 11 que, je crois que c'était sur la gouvernance de Thonon-Aglo, il était dit que je devais revenir avec une analyse que j'avais faite, une lecture critique que j'avais faite sur cette gouvernance. Donc là, ça fait aussi l'objet d'un texte que je pourrais envoyer à Marie-Odile pour intégration. Mais alors, ce texte n'a pas été présenté au conseil Non, il n'a pas été présenté. Donc, il faudra qu'il soit présenté au prochain conseil. D'accord. Voilà. Okay. Est-ce que je le transmets à tout le monde avant? Tu le transmets en mairie, à Marie-Odile, et ensuite on fait le nécessaire. Mais il ne peut pas être pris en compte comme remarque au PV. Non, mais entendu. Voilà. Juste une petite remarque, pour le PV du 5 mars, il y avait quelques ajouts, donc je me l'envoie aussi après en écrit. Voilà. Alors, maintenant, vous avez donc sur le 5 mars, vous avez donc une modification, c'est ça, c'est sur le 5 mars, Madame Graf? Non, c'est sur le 1er avril. Voilà, sur le 1er avril, vous proposez, donc vous demandez un complément sur vos interventions. Je résume pour ne pas perdre de temps. Voilà. Alors, je mets ça au vote sous cette forme-là. Est-ce que le conseil municipal est d'accord de prendre en compte ce texte qui interviendra donc en mairie, c'est pour ça que quand vous l'envoyez avant, c'est quand même beaucoup plus simple et ça permet d'informer les élus. Là, je suis obligée de faire voter, c'est voté. Maintenant, les remarques, on peut passer à la soirée, mais je pense que c'est un peu dommage. Il faut bien comprendre que si on reçoit les remarques de PV, on n'y touchera pas. On ne fera que les envoyer à tous les élus. C'est simple. C'est pour ça qu'il n'y a pas de secret, c'est simplement une question d'informer. Et pour informer les élus, il faut qu'on les ait préalablement. Voilà. Alors, sur l'adjonction de remarques telles que formulées par Madame Gras, qui est contre? J'avoue, je n'ai pas compris parce que je n'ai pas compris parce qu'on ne connaît pas la teneur des remarques. En fait. J'ai fait le résumé, j'ai demandé à Madame Gras de résumer. Madame Gras a certainement écouté. Vous avez écouté? Oui, c'est après le YouTube que vous avez repris vos remarques. Voilà. Donc, Madame Gras a repris ces remarques qui lui ont semblé insuffisamment développées dans le PV. C'est ça. Compte tenu des votes contre. D'accord. Voilà. Donc là, ça veut dire que les services ont vérifié que les observations formulées par Madame Gras sont conformes au... Bien sûr. Alors, bien sûr. conseil. Bien sûr. Voilà. Okay. Voilà. Et c'est bien dans ce sens-là, parce que sinon, moi je vote contre, si c'est pas dans ce sens-là. Voilà, dans la mesure où on est un peu dans l'obscurantisme là. C'est dommage, mais il faut que les PV, maintenant, ils ont été adoptés, s'ils doivent être complétés ou pas modifiés, mais complétés, ils le soient ce soir. Parce que sinon, après, on s'en sort pas. La procédure, elle est spéciale. Mais c'est pour ça qu'on demande les remarques avant, parce que c'est pas du tout pour dire, tiens, ça va pas, etc. On s'en fiche. On les prend et on les diffuse. Voilà, il faut bien se dire que de cette procédure, elle est plus formée comme ça sur les agents. C'est mieux pour tout le monde. D'accord? Alors maintenant... Juste, pardon, les remarques sont très longues ou... Elles sont conséquentes. Mais je peux vous lire le texte. Si bon, alors allez-y, allons-y, on a un souci d'information, on lit le texte. Ça, on n'y revient plus. Ah, super. Je dis comme ça, on n'y revient plus. Voilà, exactement.
Donc voilà, l'intervention concernant le rejet du budget 2021, 1er avril 2021. Donc le vote des comptes et budgets est un acte juridique et politique par lequel le conseil municipal autorise le maire à engager des dépenses durant l'année selon un programme approuvé par le conseil. Accepter les comptes et budgets signifie donc accepter la politique choisie par le maire. Le refuser signifie rejeter l'avis politique ou sanctionner le maire pour ses choix, sa manière de gérer la commune, son comportement tant vis-à-vis des élus que de la population. Nous avons déjà évoqué nos divergences avec Mme Berthier en 2020, ce à plusieurs reprises et de manière tout officielle. Nous avons notamment dénoncé sa gouvernance autoritaire, son comportement cassant tant vis-à-vis des élus que des habitants de Nermier, son manque de transparence générale dans la gestion des affaires. Ces doléances ont conduit 7 conseillers sur 11 à démissionner, puis à une élection complémentaire pour repouvoir les postes devenus vacants. Les résultats de cette élection ont été très clairs et n'ont prêté à aucune interprétation. Les électeurs ont choisi à une large majorité de soutenir les 7 candidats déclarés de l'opposition. Aucun des candidats soutenus par Mme Berthier n'a été élu. Mme Berthier aurait dû logiquement prendre acte de ce résultat et présenter sa démission, mais elle ne l'a pas fait. Par le rejet du budget 2021, nous exprimons à nouveau notre volonté de voir une autre gouvernance pour Nermier, fondée sur le pragmatisme, la concertation et la transparence. Et nous sommes convaincus que cette gouvernance ne sera pas possible tant que Mme Berthier restera à la tête de la commune. Voilà, c'est contact, hein. C'est ce que vous avez dit d'abord. Ouais, je lis la petite chose courte, hein, que moi j'ai pour le 5. Alors pour le 5 mars, moi je souhaite ajouter, Madame Scanipart précise avoir rédigé une note juridique distribuée suite au conseil privé et énumérant certains arguments en faveur de la commune si la commune serait attaquée pour des dommages d'intérêt. Elle regrette de ne pas avoir connaissance des arguments juridiques avancés par le promoteur justifiant ces demandes. Madame Scanipart souligne l'exigence selon la jurisprudence d'un parallélisme entre désaffectation et déclassement et note que la désaffectation a été prise par un arrêté de Madame le maire sans en informer le conseil municipal. Elle soumet une proposition de modification du texte de la délibération soumise au vote, car le conseil n'est pas appelé à voter la désaffectation. Madame le maire consent à une possible erreur non volontaire. La séance est suspendue pour permettre la rédaction de la délibération qui sera soumise au vote. Et ensuite, j'avais un complément aussi pour le conseil municipal du 22 avril. Madame Scanipart demande si on peut faire un tour de table car elle souhaite savoir ce que fait chacun. Madame le maire demande à Madame Scanipart de commencer ayant introduit la demande. Madame Scanipart expose très rapidement quelques grandes lignes d'action. Littérature, article de Nermier Info, devis boîte à lire, création de lac à Nermier, mise en place de conférences pour l'automne. Art, décoration de rond-point, exposition de mai à septembre, esquisse du programme 2022. Valorisation du patrimoine, des villes Antioche, relations pour subventions, études d'église, organisation pour les journées du patrimoine. Et ça colle à l'enrichissement du tout. Voilà. Bien, d'autres remarques? Alors, on va faire dans l'ordre, d'abord pour le PV du 1er avril, tu reprendras les deux de Mme Scanipart, qui est contre. Vous comprenez? Vous suivez là, hein, c'est bien. Voilà, c'est la prise en compte des remarques formulées ou compléments formulés par Mme Gras. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour? Pas de souci, à l'unanimité. Remarque de Mme Scanipart pour le conseil municipal du 5 mars. Qui est contre? S'abstient? Pour? Ce sera donc intégré. Et sous réserve évidemment, comme on a dit, de la vérification des services. Ensuite, ajout pour le conseil municipal du 22 avril, pardon. Remarque de Mme Part pour le 22 avril, qui est contre, qui s'abstient pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons donc fini avec les PV. Je vous rappelle qu'il a été décidé que les PV n'étaient pas rédigés au mot à mot, qu'il n'y avait pas retranscription intégrale. La retranscription intégrale, elle est là-bas,
sur la chaîne YouTube, et c'est déjà pas mal. Je vous rappelle que maintenant que le public est admis dans la limite, évidemment, des dimensions de la salle, eh bien, la retransmission sur des chaînes comme YouTube n'est plus obligatoire. Voilà, n'est plus demandée, et de nombreuses communes ont d'ores et déjà arrêté de diffuser. C'est une simple remarque que je faisais. Maintenant, nous allons passer... Excusez-moi, madame la maire. Juste une question par rapport justement à la diffusion de ces PV. Nous avons remarqué que le lien n'était pas fait sur le site de la mairie. En principe, on s'attendrait à avoir la diffusion sur le site et on l'a pas. Donc, si on n'a plus la diffusion par Internet, on a juste le PV et puis que le PV est succinct ou en retard, il va y avoir nécessairement un décalage entre l'événement, entre questions, et le compte rendu. Ouais. C'est très ennuyeux ça pour l'information des Néroniens. Oui, écoutez, nos pactes, hein, voilà. Simplement, sur le site, on attend qu'il soit voté, on les met. Mais pour le moment, c'est enregistré. Je n'ai pas dit qu'on arrêtait les enregistrements. J'ai juste dit que ça n'était plus obligatoire comme ça pouvait l'être, dans la mesure où le public n'avait plus accès. Comme vous voyez, ce soir, il est extrêmement nombreux. Merci, Madame Rochtel, d'être présente. Hein, voilà. Donc, on part du principe que les séances continueront à être filmées. Voilà. Avec le décalage que l'on connaît, parce que, en plus, comme vous le savez, en ce moment, on a de nombreux problèmes de réseau, constamment. Voilà. Et donc, il faut arriver à télécharger cette séance. Donc, plus elle sera courte, plus elle sera téléchargée vite. Mais il n'empêche qu'à dernier, ce n'est pas toujours facile de télécharger. Voilà. Donc, il se peut que je puisse, moi, télécharger dans un endroit mieux équipé. Enfin, pas mieux équipé parce qu'on l'est bien équipé. Mais où le réseau sera meilleur, peut-être dans la semaine. J'espère, en tout cas, dans les quelques jours. Voilà. Alors, on va passer aux décisions du maire prises en application de l'article L21-22-11 du CGCT. En urbanisme, plusieurs DIA, là, le rythme de mutation immobilière reste particulièrement soutenu, avec une DIA sur les parcelles B, c'est une seule, hein, 643, 668, 670, 537. Une DIA sur A 520, 521. Bon, je ne le dis pas chaque fois, mais on a renoncé à appliquer le droit de préemption dont dispose la mairie. Voilà, comme d'habitude, et si jamais un jour on faisait une préemption, il est évident qu'on vous le signalerait bien largement. B 609, 281, A 520, 521, B 230, 228, B 225, 228 et A 76. Voilà toutes les DIA qui concernent la commune. Alors, la commune a été saisie depuis le dernier conseil municipal. Toujours en urbanisme, nous avons donc reçu un recours gracieux de l'association syndicale Les Prés du Léman pour le DP qui avait été délivré le 4 mai dernier dans le cadre d'une division parcellaire, et ce recours a été, un recours gracieux, hein, a été rejeté. Ensuite, nous avons pris j'ai pris, peu importe, au nom de la commune de toute façon, des décisions prises par acte transmis au contrôle de légalité et affichées bien entendu en mairie. Tout d'abord, l'attribution du marché matin maîtrise d'œuvre d'aménagement des parkings à la société ECR Environnement pour 23 964 000 € TTC. Alors, je vous le détaille. Pour ECR, donc, j'ai la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est ça. Ah non, j'ai d'autres. Après, oui. Excusez-moi, la maîtrise d'œuvre, c'est 23 964. Ensuite, j'ai signé des engagements financiers
avec cette même société, évidemment, qui découle de la mission de maîtrise d'œuvre. J'ai l'étude géotechnique, comme vous le savez, pour 6 540 €. Et j'ai, voilà, c'est les deux devis, les deux factures, devis que j'ai signés avec cette société. Ensuite, puisque je suis sur les engagements financiers, j'ai contrôle technique de la capitainerie pour 10 560 avec bureau Alpes Contrôle. Je continue, c'est bon. Ensuite, j'ai tout ce qui concerne le terrain de foot signé pour la clôture et le vestiaire, la clôture du vestiaire au foot, avec l'aimant TP 23 778, Créa Métal Guérin-Trébout 883,20 €. Des eaux pluviales, j'ai aussi paysagiste aussi, toujours pour le terrain de foot. Vous savez, les aménagements et la sécurisation que nous menons sur ce terrain afin d'éviter des stationnements dits illicites. Nous avons également Fabralin paysagiste pour 11 760. Voilà. Donc ce sont des premières dépenses qu'on peut vous détailler entre Jérôme et Christian, bien entendu, pour vous expliquer exactement le contenu, mais nous avons décidé de faire de façon à mettre quand même en valeur et protéger cette réserve foncière qui en elle-même a beaucoup de valeur. Nous avons les eaux pluviales route de Messerie pour 3 000 €. Et puis la maîtrise d'œuvre chemin du Moulin pour 28 224 avec la société ICDF. Vous voulez des compléments d'information? Ce qu'on peut dire, j'ai vu des sourcils se flancer, c'est sur le terrain des vestiaires du stade, c'est la pose d'une clôture, c'est Jérôme qui suit ce dossier, et l'aménagement d'une plateforme de stockage de matériaux. L'idée, c'est qu'on enlève la benne et au niveau des services techniques aujourd'hui, et qu'on fasse la zone propre, donc tout le stockage se fera au niveau du stade. Chemin du Moulin, donc on a lancé la maîtrise d'œuvre, les études démarrent en fait. On a commandé une inspection vidéo, on va commander une inspection vidéo de la canalisation d'eau pluviale pour savoir si elle est propre ou pas. Si elle est propre, pas encombrée de tubes comme on l'a eu sur la rue de Marcy, on n'y touchera pas. Voilà. Et on a également, avec Jérôme, à travailler sur le dossier, engagé un laboratoire pour analyser les eaux de baignade, alors à droite et à gauche du port, c'est-à-dire vers la petite plage et vers le solarium. Compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière dans les communes voisines, nous avons estimé que c'était important, même si effectivement l'année dernière nous n'avions pas été touchés par les bactéries qui avaient envahi voire Messerie, etc. Voilà. Et nos eaux, nous avons droit à 2 captages par mois, en juillet et en août, des prélèvements d'eau, et les eaux sont bonnes à moyenne. Moyenne, c'est normal, c'est du côté extérieur du port, c'est là où il y a le plus de bateaux. Voilà. Mais aucunement, les eaux de baignade, normalement autorisées. Néanmoins, les personnes se baignent, mais il n'y a évidemment aucun danger dans nos eaux de baignade où les gens se baignent, où les visiteurs, les touristes et les néronnières se baignent à Nerny, actuellement en tout cas. Voilà. Et d'ailleurs, cette année, il n'y a pas eu de problème dans les autres communes pour le moment, sachant que, et bien entendu, que le temps a beaucoup aidé aussi, un peu de froid et beaucoup de pluie. Voilà, pour le montant de ce dossier, c'est 1 109 € TTC. Jérôme, tu veux ajouter? Non. Ouais, c'est bon à moyen. Si ce n'est que l'an prochain, on nous demande de faire venir Jeunesse et Sport pour qu'ils agréent nos installations d'ouverture de plage. C'est quelque chose qui est maintenant obligatoire, même si on a
des petits aménagements. Au moment où il y a un solarium et qu'il y a un banc, c'est considéré comme une plage et qu'il faut donc avoir l'agrément de jeunesse et sport. Donc c'est repoussé, on va faire ça dans l'hiver pour que ça soit prêt pour la nouvelle saison, en précisant bien que de toute façon, on n'empêchera jamais les gens d'aller se baigner. Alors, je continue dans les décisions prises par acte transmis au contrôle de légalité et affiché en mairie. J'ai pris la décision, comme il le fallait bien entendu, de défendre les intérêts de la commune face à un recours qui a été déposé par une association qui s'appelle Mernier Vert et qui porte un recours devant le tribunal administratif contre la délibération de désaffectation et de déclassement des parkings au conseil municipal du 5 mars 2021. Vous m'avez, dans le cadre de mes quelques délégations, j'ai une délégation permanente de défendre les intérêts de la commune, ce que j'ai fait en demandant au cabinet Merlet de bien vouloir prendre en charge ce dossier, en l'occurrence plus spécifiquement Maître Balthazar, qui défend les intérêts de la commune depuis les années 90 et donc connaît bien notre commune. Voilà. Alors, je voudrais simplement vous préciser que nous avons une assistance juridique, bien entendu, qui s'appelle Juridica, qui nous a elle-même, que nous avons saisie, et c'est elle-même qui nous a demandé de prendre un avocat pour rester en justice face à ce recours. Elle nous remboursera donc une partie des honoraires que nous aurons, bien entendu, à régler. Je continue. Information toujours. Madame la maire, moi je souhaiterais faire une remarque à ce stade. Bien sûr. Pas contre le recours, puisque c'est un droit pour cette association qui par ailleurs est fondée à agir, et plutôt sur le fait que nos élus d'opposition ont mis en place un site, on appelle ça une plateforme, c'est comme un Facebook en fait. Et ce qui me choque sur ce site, au-delà des liens familiaux que peuvent avoir certains avec le président de cette association, c'est qu'il y ait un lien sur ce site qui permette d'adhérer à cette association. Et cela me choque profondément, dans la mesure où cette association fait un recours contre une délibération du conseil municipal. Et si je ne me trompe pas, cette délibération a été prise à la quasi-unanimité. Et je trouve qu'il y a une incohérence entre les positions prises par les élus susnommés et le fait que vous incitez en fait les adhérents à votre plateforme à s'inscrire au sein de cette association. Voilà, je trouve ça choquant pour ce qui me concerne. Vous êtes choqué, c'est bien. Mais que voulez-vous que je vous dise? C'est une plateforme sur laquelle tous les Néroniens peuvent demander à faire partie de cette plateforme, ça c'est une chose, et les associations peuvent demander à ce qu'on leur crée un espace et un tag. Alors Dernier Vert a demandé à le faire pour pouvoir s'exprimer, parce que notre plateforme, comme vous voyez, si vous avez un peu lu, si vous l'avez parcouru, on est heureux qu'elle ait eu tant de succès qu'elle soit venue jusqu'à vous. Son but, c'est de partager les informations autour de la politique et du vivre ensemble à Nernier. Donc, si des gens veulent poster une annonce pour faire participer à une association, que ce soit l'association du musée ou Nernier Vert ou le cercle de voile, elle est bienvenue à le faire, parce que nous, notre but, c'est d'encourager le débat, et vous voyez que c'est une plateforme sans censure. Donc si quelqu'un a un avis qui est opposé au nôtre, ou a des intérêts qui sont opposés aux nôtres, il est bienvenu à l'exprimer, parce que c'est une plateforme de débat. Donc on n'est pas partisan, on n'est pas censeur dans cette histoire. Donc oui, on se félicite qu'il y ait des associations qui puissent venir sur notre plateforme, essayer de partager leur contenu.
tant qu'il n'est pas haineux et tant qu'il n'est pas en contradiction avec notre règlement, on n'a rien à y redire et je ne vois pas pourquoi le sujet est abordé aujourd'hui, maintenant. Donc, assimiler Dernier Vert au Musée du Lac ou d'autres associations, c'est de l'amalgame mal placé. Cette plateforme, c'est un peu un blog des élus d'opposition. Et moi, ce qui me choque, c'est que, c'est quelque part un peu ce qui a fait qu'on ait toujours eu du mal à discuter ensemble, c'est qu'on ne comprend pas quelles sont vos convictions, jamais. C'est-à-dire vous votez pour le déclassement des parkings, et dans le même temps, vous soutenez une association. Quand je dis vous soutenez, ça va peut-être au-delà de la simple publicité que vous faites sur la plateforme, une association qui attaque cette délibération que vous avez votée. Donc je trouve ça choquant. Voilà. Alors, sous le commentaire d'une de vos publications sur Facebook, une fois, il y a quelqu'un qui a répondu quelque chose qui m'avait semblé assez juste et qui citait Voltaire. Je ne crois pas que ce soit de Voltaire, mais la phrase est bonne et l'idée est bonne. C'est que, en somme, l'idée, c'était qu'il fallait... on serait prêt à donner notre chemise pour que nos opposants puissent s'exprimer. Et il y a quelque chose de ça là-dedans, c'est qu'on est apte déjà à changer d'avis, dans une première chose, et deuxièmement, à laisser tout le monde s'exprimer. C'est ça notre but. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on fait de la promotion? Est-ce qu'on fait du lobbying? Pas que je sache, on fait de l'information. Personnellement, je pense que tout ça contribue à mettre le bazar, et je trouve ça choquant et irresponsable. Je voudrais ajouter quelque chose. Voilà. Ceci en fait est votre avis, hein, nous le respectons complètement sans évidemment le partager, c'est la règle de base de la démocratie. Simplement j'aimerais rappeler aussi l'origine de la création de notre plateforme, c'est qu'elle est partie sur une proposition de Madame Berthier à l'issue d'une censure d'un message de Laurent Grillon, qu'elle a jugé polémique, et elle nous a dit, si vous voulez vous exprimer, vous vous exprimez ailleurs que sur le site des citoyens. Donc c'est ce que nous avons fait, et nous en sommes très heureux parce que nous constatons aujourd'hui qu'elle a plein succès et que les gens, en tout cas qui la fréquentent, sont contents d'avoir des informations différentes et peut-être plus riches, plus variées que ce qu'ils peuvent avoir émanant du conseil municipal. Mais Madame Brage, je ne remets pas en question le fait d'avoir créé cette plateforme qui est votre droit. La question que je pose, c'est la question des relations entre vous et l'association Dernier Vert et la cohérence de vos positions sur cette histoire de déclassement des partis. Voilà, on en reste là. Vous n'allez pas vous répondre les uns les autres. Je clôt ce débat. Je vous rappelle simplement, et notamment aux élus d'opposition, que l'intérêt de la commune, c'est avant tout ce qui doit nous animer. Voilà. Donc ça, je dis bien. Je n'ai encore pas fini avec toutes les décisions prises par le maire. Comme vous voyez, il y a du boulot en ce moment. Voilà. Alors, je continue. J'ai payé, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des engagements financiers, c'est-à-dire les devis qui ont été signés suite à soit des marchés, soit des propositions de devis. J'ai réglé les factures de la dernière tranche des eaux pluviales Croix de Marcy pour 46 789 € TTC. J'ai payé à votre nom, au nom de la commune, la participation aux frais scolaires et périscolaires de Mestris pour l'année 2020, qui est égale à 45 470,81 € et qui est donc conforme aux années précédentes, pour 26 enfants. Ça a pris du temps parce qu'on avait reçu une liste de 28 enfants, dont 2 qui vivaient à Mestris. Donc le temps que Mestris vérifie que le chemin de Sergieux n'était pas avergné, eh bien ça a pris un peu de temps. Mais voilà, ça c'est réglé. Ensuite, je vous parlerai volontiers de la bande rue de l'église, qui est en panne, et on attend depuis 2 mois, après plusieurs relances, un devis pour le remplacement de la boucle de détection. C'est elle qui est défectueuse. Et depuis le début de l'année, nous avons déjà payé, depuis les frais d'entretien, presque 30 000 €. Voilà, c'est un ruine maison, comme on dit.
malheureusement, je crois qu'on a des problèmes d'humidité, d'eau, etc. Et ce qui marche bien à Thonon en zone urbaine n'arrive pas à fonctionner correctement à Nernier en zone rurale avec moins d'aller-retour. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. On est bien malheureux d'avoir d'être resté tout l'été comme ça, mais on ne peut pas aller plus vite et on n'y arrive pas. Je vous annonce aussi que la trésorerie de Douvaine ferme définitivement le 1er septembre 2021. Donc, tous nos comptes sont transférés à Thonon, ce qui évidemment ne simplifie pas la proximité avec le trésorier ou la trésorière, puisqu'à Thonon, c'est une trésorière et que ça fait bientôt 1 mois et demi que, quelle que soit la taille de la commune, les communes impactées doivent préparer ce transfert avec de multiples recherches, des inventaires à refaire, etc. Et que c'est un boulot considérable en plein été, bien entendu, que l'État ne mesure pas parce que les services ne sont pas dans la mairie et ne mesurent pas tout le travail que ça donne. Voilà, mais ça ne change rien au fait qu'il y a toujours un comptable public et qu'au lieu qu'il soit à Douvaine, il sera à Thonon et quand on emmènera des chèques, eh bien, vive la dématérialisation parce que Thonon, c'est un peu plus loin que Douvaine. Ensuite, là aussi également, un gros travail à réaliser pour les services administratifs, c'est la mise en place prochainement d'un système de paiement en ligne pour les usagers, quels qu'ils soient, le port, les contrats de port, les locations, l'occupation du domaine public. Ça également, il y a une plateforme, alors on ne crée pas notre plateforme, cette plateforme est mise à disposition par la direction des finances publiques. Voilà, c'est la plateforme de la DDFIP, Direction départementale des finances publiques, pour un paiement par PayFIP. Et elle sera opérationnelle pour les prochains contrats du port notamment, ou les terrasses, etc. Voilà, ça aussi c'est beaucoup de travail. Nous ne sommes pas dans une comptabilité privée, nous sommes dans des comptabilités publiques et c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense dans la mesure où il s'agit de deniers publics. Et que je ne dis pas que dans le privé on n'y fait pas attention, on y fait autre attention, mais les procédures sont plus longues dans le public qu'en privé. Enfin, je tiens à remercier le président du conseil départemental et les élus du conseil départemental, donc Marcel Sadier, pour le versement de 9 000 € au titre des amendes de police. Alors, ça ne vous paraît pas beaucoup, mais c'est le maximum qu'on puisse attendre sur cette ligne budgétaire. La subvention est limitée à 9 000 €. Voilà. Donc, nous avons le maximum de 9 000 €. Et c'est toujours bon à prendre pour nos finances. Alors, Mariaville, je crois que j'ai tout dit. Voilà, voilà, j'ai tout dit, vous avez tout. Ça sera bien entendu intégralement diffusé au PV tel quel. Et nous allons donc maintenant partir sur les sujets eux-mêmes. Madame le maire, moi j'ai encore une question par rapport aux décisions. Là, Monsieur Greuze avait remarqué qu'on fronçait les sourcils. C'était pas pour un sujet ou un autre, mais c'était plus une question sur l'ensemble des coûts qui ont été payés ou engagés à la suite de toutes ces décisions. Nous en sommes au point de vue budgétaire. Aujourd'hui, à quelle somme totale et par rapport au budget annuel, on se situe où? Parce que là, on n'a pas de recul, même au niveau commission des finances, elle n'a pas été convoquée, donc on n'a pas de visibilité, je dirais, en santé sur l'état des finances, qui sont certainement très bien gérées, mais au total, combien est-ce qu'on a engagé à ce jour en termes de dépenses par ces décisions-là, et où ce total se situe par rapport au budget annuel? Alors, je vais vous répondre, tout d'abord, je vais vous rassurer, je ne dors pas avec le budget, déjà. Donc, j'ai du mal à le suivre jour le jour, et donc je vous ferai le point lors d'une prochaine commission des finances. Je suis quasiment absente la semaine prochaine, vous voyez, je ne vous cache rien, mais je vais vous proposer une date, justement, pour finir l'année sur la base du budget actuel, sachant que nous avons démarré à petite vitesse l'année, je vous le rappelle, et que donc ça s'est accéléré là sur cette fin de printemps et ce début d'été. Donc, nous avons bien entendu une maîtrise totale de budget, quel qu'il soit, que ce soit pour, enfin tout ça c'est quand même de l'investissement, hein,
pour quelques études évidemment, mais lorsque les études sont suivies d'investissement, eh bien nous récupérons une partie de la TVA. Il y a également des dépenses qui sont faites de temps en temps pour le port, voilà. Et si ces sommes vous paraissent énormes, elles ont toutes été maîtrisées et donc elles ont toutes été vues préalablement dans le cadre soit de la commission et des marchés surtout. Le marché MAPA, hein, notamment. Voilà, alors si vous le voulez bien, je ne vous répondrai pas précisément ce soir. Simplement, je vous dis, soyez rassurés, tout va bien. Et commission des finances dans 10 jours. Voilà. Alors, tout d'abord, nous avons à revoir avoir une délibération sur la taxe foncière. Vous savez, cette taxe foncière, alors d'une part, il y a eu la réforme de la taxe d'habitation qui a entraîné une réforme de la taxe foncière, évidemment. Nous l'avons vu la dernière fois. Je rappelle bien que lorsque les avis arrivent, il faut savoir que lorsqu'on va voir un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties très élevé, ce ne sont pas les élus qui sont devenus fous et qui ont augmenté le taux de taxe foncière de cette manière-là. C'est simplement que la réforme avec suppression de la taxe d'habitation entraîne la taxe foncière de la commune plus le taux de la taxe foncière départementale qui est désormais perçu par la commune et non plus par le département. C'est-à-dire qu'avant, il y avait A pour la commune, B pour le département. Maintenant, A plus B sont perçus par la commune, plus par le département, ce qui fait une opération blanche pour le contribuable, quoi qu'il arrive. Il ne verse pas plus de sous qu'il n'en versait avant. Mais par contre, il faut le savoir que les deux taux se cumulant, on atteint effectivement des taux beaucoup plus importants que le simple taux de la commune l'année dernière. Je rappellerai ce mécanisme autant de fois qu'il le faut, mais je vous demande de bien vouloir l'expliquer autour de vous quand on vous le demande. C'est important. Voilà. Alors là, il s'agit des exonérations. Il a toujours existé, comme vous le savez, dans la fiscalité locale, des exonérations pour les impôts locaux. Là, c'est une exonération sur les 2 premières années en faveur des constructions nouvelles. Alors, ça concerne aussi les additions de construction, les reconstructions, voire même des conversions de bâtiments. D'accord ? Là-dessus, nous n'avons jamais voté d'exonération, estimant qu'un dernier ne se justifiait pas, étant évident que si un jour on a des logements sociaux, il y aura les exonérations nécessaires. Hein. Quand on a des constructions avec des prêts aidés de l'État, la commune en général n'applique pas de taxes foncières sur ces constructions. Mais ça, pour le moment, ça n'est pas le cas. Alors, la réforme qui est proposée, c'est non plus de garder une exonération totale, mais de moduler l'exonération entre 40% et 100%. C'est-à-dire que, alors qu'on touchait, nous, 100% de la taxe foncière, quelle que soit la date de construction, c'est-à-dire y compris sur ces constructions nouvelles, maintenant, on nous demande de se faire un peu harakiri sur un taux, de déterminer un taux d'exonération entre 40 et 100%. Voilà. Le mécanisme est assez spécial et il faut voter ça avant, je ne sais plus quelle date, enfin bref, c'est toujours pareil. Ouais. Voilà. Alors, oui, c'est le 1er octobre, effectivement. Alors, donc, si on ne délibère pas, on exonère 100% à partir de 2022. Voilà, vous voyez ce que c'est qu'une exonération, hein. C'est quand même en état dernier. Hein. Je ne veux pas dire ce que je ne veux pas dire, mais voilà, c'est quand même pas, on n'a pas des taux non plus qui sont extrêmement violents, donc il faut raison garder. C'est pour ça que, pour ma part, je serais partisane de vous proposer, par exemple, un taux de 40% d'exonération, ce qui fait qu'il nous restera 60% de taxes à percevoir. C'est le taux
minimum de l'exonération possible. Par rapport à ce sujet, nous sommes un petit peu gênés parce que nous n'avons pas reçu à temps le projet de délibération qui expliquait votre proposition. Nous avons reçu ce document qui est très détaillé, qui nous permet de comprendre en fait la mécanique, mais nous n'avons pas de réponse en fait à la raison de ce changement, pourquoi il est là, quels sont les objectifs, qu'est-ce que ça va porter comme conséquence, et ça on ne sait pas. Donc il est très difficile aujourd'hui pour nous de prendre, j'entends aujourd'hui, une position sans avoir eu la délibération, sans connaître les tenants et les aboutissants de ce sujet, et pour se faire une idée claire et un vote en toute connaissance de cause. Alors, bon, d'une part, vous fournir les délibérations préalablement des lois et tout sauf une obligation, ça c'est une première chose. Je voudrais quand même vous dire que vous pouvez vous renseigner, parce que moi, c'est simplement une loi, d'accord? Une loi que des parlementaires ont adoptée, qui s'appelle la loi de finances pour 2020, qui portait justement sur la réforme de la taxe d'habitation. Et qu'est-ce que les parlementaires ont voulu dire ou faire en votant cette espèce de cliquet nous interdisant de ne plus exonérer, c'est-à-dire qu'on ne peut plus ne pas exonérer, on est obligé d'exonérer. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Pour ma part, je suis bien incapable de vous le dire, parce que quand l'État nous envoie la circulaire, il n'est pas non plus lui capable de dire, il applique un mécanisme, et c'est le mécanisme, et je pense que vous le comprenez, assez clair, c'est ça, l'exonération maintenant doit être modulée, elle ne peut pas être écartée, elle ne peut pas être, comment vous dire, voilà, on n'a plus le droit de dire, mais on ne vote pas d'exonération. On veut percevoir la taxe foncière sur les constructions nouvelles pendant 2 ans, on veut la percevoir. Avant, c'est ce qu'on faisait. Jusqu'à présent, on a toujours perçu la taxe foncière. Et je vais vous dire, il y a aussi quand même un élément d'explication pour ce que je vous propose, en tout cas, c'est que, comme vous le savez, nous sommes considérés comme une commune très riche par l'État, par tous les mécanismes fiscaux et financiers qui viennent prendre et analyser la gestion des communes. Pourquoi? Parce que les valeurs locatives à Nerney sont très élevées. Très, très élevées. Alors, vous allez comparer sur Internet les fiscalités des communes de même taille ou même pas de même taille. Vous prenez des communes qui ont 2000 habitants, donc beaucoup plus que nous, qui ont plus de contribuables que nous, et qui ont des produits fiscaux qui sont guère plus importants que les nôtres. Pourquoi? Parce que nous avons des valeurs locatives extrêmement élevées à Nerney. Ces valeurs locatives, ce n'est pas les élus, ce n'est pas nous qui nous en occupons, c'est l'État qui fixe les valeurs locatives de chaque propriété en disant les valeurs locatives sont de tel niveau, tel niveau, tel niveau, tel niveau. Et lorsque nous sommes écrêtés, c'est-à-dire qu'on nous prend une partie de nos ressources, ça s'appelle le FPIC, c'est le fonds de péréquation, lorsqu'on écrète nos ressources pour donner à des communes moins favorisées, c'est sur cette base-là qu'il se fonde, que l'État se fonde dans ses calculs et nous demande toujours de bien vouloir relever notre fiscalité. Voilà. Et moi, on a toujours dit, ben non, on est déjà quand même assez élevé et on ne voit pas bien cette hausse, cette espèce d'emballement fiscal qui ferait qu'à un moment donné, on se retrouverait avec un niveau de fiscalité probablement plus pertinent pour les services financiers. Nous, on a la fiscalité qu'on a. Jusqu'à présent, l'exonération n'a jamais été appliquée, c'était un choix. Maintenant, il faut en appliquer un petit bout. On peut appliquer 40%, 50%, 60%, 70% ou 90%. Maintenant, pour ma part, je propose de rester à 40% d'exonération. C'est le minimum qu'on doit faire. Voilà, c'est le minimum possible. Pas qu'on doit faire, mais c'est le minimum possible.
par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, ça ne répond pas à nos questions. Pourquoi 40% et pas 50% et pas 100, je ne sais pas. Et nous serions beaucoup plus à l'aise de discuter de ce sujet si nous avions toutes les informations requises, à savoir les objectifs, les conséquences, pourquoi la limitation, etc. Donc, comme nous devons prendre une décision au plus tard au 1er octobre, il serait peut-être plus pertinent de reporter ce sujet à un conseil ultérieur qui nous laisserait le temps de chercher toutes les informations dont nous avons besoin pour prendre une position en connaissance de cause. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un point qui m'échappe, c'est qu'avant l'exonération était de 0%, si j'ai bien compris, l'État nous impose un minimum maintenant de 40%. Donc s'il n'y avait pas cette obligation de l'État, ce serait 0% pour nous. Donc aujourd'hui, on souhaite appliquer le taux minimum, parce que la taxe foncière, c'est encore une des rares ressources, une des rares recettes de la commune. Oui. On ne peut pas exonérer les nouvelles constructions de taxes foncières, mais aujourd'hui, on n'a plus le choix, il y a un minimum de 40%. C'est simple. C'est simple, hein, c'est une réforme qui nous échappe complètement. Adressez-vous à vos parlementaires pour en savoir plus si vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne vote pas la loi. C'est une loi qui a été prise pour 2020 et qui s'applique maintenant. Reporter, ça n'est pas la solution. Je n'apporterai aucune autre information car je n'en ai pas. Hein, et je n'irai pas les chercher. Vous avez le sujet en amont, bien entendu, pour pouvoir le préparer si vous le voulez. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut apporter de plus et pourquoi 40%. Parce que, avant, comme tu l'as dit, on avait 0% d'exonération. C'est un manque à gagner pour la commune. Hein. Ces 40% d'exonération constituent pour toute nouvelle construction, hein, addition, division, etc., un manque à gagner qui ne sera pas compensé. Voilà. Donc, moi j'estime que quand on construit, il n'y avait pas d'exonération jusqu'à présent, personne s'en est plaint en revendiquant une exonération. Hein. Pas dire quand même que la taxe foncière à Nernier, elle soit fondamentalement lourde. Où est-ce qu'on peut trouver des informations, puisque visiblement vous n'êtes pas en mesure de nous donner de plus amples explications? Où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations auprès de quel organisme? Je vous dis, c'est les parlementaires. Vous avez des parlementaires, donc appelez un député par exemple, et puis voilà, et vous demandez le pourquoi, comment ça se fait, etc. C'est la loi de finances Oui. 2020. Et si vous voulez le pourquoi du comment, vous l'avez dans l'exposé de la loi. En fait. L'exposé des motifs de la loi. Vous avez tout le détail, etc. Ça doit être un pavé, je pense. Hein. Tu vas sur gouvernement.fr, ministère des Finances, et tu as tout. Voilà. Gouvernement.fr, ministère des Finances. Oui, C'est tout officiel. simplement. Ouais. Voilà, moi je veux bien vous envoyer sur l'association des maires si vous le souhaitez, mais l'association des maires, elle ne va pas non plus vous expliquer pourquoi les parlementaires ont voté ce mécanisme. Nous on l'applique, c'est tout. On n'a pas, voilà. Et s'il n'y avait que ça, là c'est pas bien grave, hein, c'est simplement de nous priver de 40% des recettes de taxes foncières sur les nouvelles constructions. Donc voilà, maintenant sur d'autres, on aimerait mieux se poser des questions, c'est vrai. Voilà, donc je pense qu'on passe au vote. Pour ma part, je pense qu'on passe au vote. Et comme ça, il n'y a pas, si on peut faire 90%, c'est qu'on n'a vraiment rien compris, par exemple. Voilà, c'est tout. Donc on passe au vote. Alors, sur cette application d'une exonération à 40% sur la taxe foncière pendant 2 ans, qui suivent celle de l'achèvement des constructions nouvelles, hein, ou extension, et encore il faut voir lesquelles, hein, ou changement de destination, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions, pour, je vous remercie. Sujet suivant, frais périscolaires de cantine et garderie.
Participation financière pour pallier le surcoût appliqué par la commune de Mestris aux enfants de Nernier. Alors, nous sommes donc dans le cadre du regroupement pédagogique, comme vous connaissez maintenant. Nous sommes sur une situation, je clarifierai de peu clair, dans la mesure où ce regroupement pédagogique est mené de manière unilatérale, mais c'est un choix de la commune. Il y a une commune d'accueil et une commune de résidence. Commune d'accueil, c'est Mestris. Commune de résidence, c'est Nernier. Et les autres communes extérieures. Parce que je voudrais surtout rappeler que là, on parlera de Nernier, mais il y a également, en solidarité, les communes extérieures qui sont également des communes de résidence. Et je crois qu'il y a presque une trentaine d'enfants qui viennent d'autres communes. Donc nos enfants, ou une vingtaine, nos enfants ne sont pas les seuls à aller fréquenter l'école de Mestris. Comme vous le savez, Mestris donc a pris une délibération pour modifier la composition des tarifs de la cantine et de la garderie en appliquant le coefficient familial, ce qui est tout à fait légal, bien entendu, et en différenciant les tarifs pour la commune d'accueil Mestris et pour les communes extérieures dites de résidence, dont Nernier. Voilà. Alors, ceci a été fait donc à la fin du printemps, avec, un petit peu tardivement quand même par rapport aux vacances qui arrivaient, et malgré une rencontre, une discussion avec Mestris, bref, Mestris a voté et n'a pas souhaité voir qu'on voit ensemble comment on pouvait rééquilibrer si ça leur posait un problème budgétaire, puisque manifestement Mestris a des problèmes budgétaires, comment on pouvait rééquilibrer de telle manière à ce qu'on participe un peu plus profondément, on va dire, notamment aux fournitures, par exemple. Il y a tous ces dépenses du quotidien, des tables, etc. Peut-être aussi, il y a eu quelques ordinateurs, bref, tout ce qui fait que c'est du fonctionnement, mais en même temps du petit investissement au sein de l'école. Alors, nous avons rencontré des parents, donc la commune de Mestris, plus des parents, et si je ne vous ai pas envoyé de délibération sur ce sujet, c'est que pour ma part, vous conviendrez que l'autocratie n'est pas toujours de mise ici, c'est à vous de faire, vous le conseil municipal et moi avec vous, de prendre des décisions sur ce sujet pour la rentrée, pour par exemple le dernier trimestre, et de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette décision unilatérale de Mestris, quelle position le conseil municipal de Nernier, saisi par des parents sur les surcoûts que cela va engendrer sur les coefficients les plus élevés, uniquement sur les coefficients les plus élevés des parents, ce que ça va engendrer, est-ce qu'on intervient pour atténuer, comment, à quel niveau, pourquoi, etc. Alors, je voudrais aussi rappeler que nous avons envoyé des questionnaires, un premier questionnaire général, pour savoir qui fréquentait, combien d'élèves, etc. Parce qu'on avait quand même quelques soucis de comptage et comment les élèves, évidemment, participaient, fréquentaient à la fois la garderie et le restaurant scolaire. Voilà, nous avons donc eu quelques réponses. On les a mis, les premiers questionnaires ont été mis dans la boîte aux lettres, je rappelle, pour n'oublier personne, parce qu'il peut y avoir des enfants qui ne sont pas forcément scolarisés à Mestris, et ça aussi, ça pouvait nous intéresser. 345 exemplaires distribués, réponses reçues 7, dont 2 qui étaient un petit peu hors sujet, puisque les enfants n'étaient pas scolarisés à l'époque, mais une allait l'être. Voilà. Ensuite, nous avons fait une réunion le 1er juillet avec 8 familles présentes, évidemment une réunion à Nernier. Et de ce fait-là, une fois qu'on a discuté, on a renvoyé un questionnaire pour mieux cerner
les besoins, savoir le nombre de jours de cantine, le nombre des heures de garderie, etc., qu'on ait un paysage précis de ce qui pouvait se passer en termes d'utilisation de ces deux services par les familles qui avaient bien voulu venir nous rencontrer. Voilà. Donc, on a reçu ensuite 5 questionnaires, deuxième questionnaire, qui nous ont permis, ces questionnaires, d'établir les tableaux qu'on vous a passés, les montants à rembourser pour la cantine, les montants à rembourser pour la garderie. Ces tableaux ont été établis pour le premier trimestre de l'année scolaire, puisqu'il s'agit du premier trimestre, voilà, et prennent en compte les situations réelles des familles telles qu'elles nous l'ont mentionné, c'est-à-dire qu'en garderie, eh bien, il y a 3 familles qui n'utilisent pas en général la garderie. Voilà. Et nous l'ont dit, nous l'ont écrit, etc. Voilà. Mais ces montants qu'on a mis là, ce sont les montants maximum d'utilisation des services par les familles telle que cette utilisation a été définie dans le deuxième questionnaire. C'est-à-dire qu'il y a une famille qui met les 2 enfants 4 jours par semaine, parce qu'il y a 4 jours à l'école, 4 jours par semaine à la cantine et qui utilise 1 heure de garderie tous les jours pendant les 4 jours. D'accord? Voilà. Donc on a refait tous les comptes au maximum. On s'aperçoit qu'il y a 4 familles sont au coefficient maximum, hein. Donc les 3032, c'est le coefficient 4 maximum, et une famille qui est en dessous. Voilà. Mais on a évidemment gommé les noms, vous comprendrez pourquoi. Alors, la question est posée, hein, et vous avez les documents en main là-dessus. La question est posée de est-ce que vous souhaitez intervenir comment, pour quel montant, est-ce qu'on intervient sur toutes les familles, etc. Le débat est ouvert, moi je n'irai pas plus loin, je vous ai exposé par rapport aux documents qu'on vous a envoyés la teneur du débat. Les familles attendent d'autres positions, bien entendu, et donc il vous appartient de répondre à ces questions. Je vous remercie. Ce sujet appelle beaucoup de remarques. Il est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et à ce jour, nous ne disposons pas d'une vue très claire toujours de la situation, des relations avec l'esprit, etc. etc. Je voudrais juste remarquer que lors du dernier conseil du 11 juin, sauf erreur, nous avions convenu de créer une commission ou un groupe de travail pour reprendre contact avec la mairie de Mestris. Donc je pense que ce groupe de travail aura beaucoup à faire pour rétablir la discussion et puis envisager tous les éléments liés à ce dossier, je dirais concrètement hein, sur le terrain. Donc ça, il faut qu'elle soit constituée le plus rapidement possible. Sauf erreur de ma part, il était convenu qu'elle soit constituée au début juillet. Nous sommes le 19 août et à ce jour, elle n'est pas constituée. Donc il faudrait qu'elle soit constituée le plus rapidement possible pour arriver à trouver une solution pérenne. La proposition que vous nous faites là reste quand même une proposition temporaire, puisqu'elle porte sur un trimestre, mais ce n'est pas l'ensemble de l'année scolaire. Elle pose des questions et notamment elle nous interroge sur le reflet d'une pseudo-réalité, puisque là vous parlez de 5 familles qui ont répondu. Visiblement, ces 5 familles devraient regrouper à peu près 11 enfants. Or, d'une autre source, nous apprenons que les enfants de Mernier à Mestris seraient au nombre de 26. Donc, visiblement, cette proposition-là, elle ne couvrirait qu'une partie, en fait, de la population. On a 18 familles concernées, et 7 qui ont répondu au premier questionnaire et 5 au second. Oui. On ne peut
les obliger. Hein. Et pour le deuxième questionnaire, on a vraiment ciblé. Vous avez fait un envoi mail peut-être? On avait les adresses mail des 18 parents. Bien sûr. On a eu 5 réponses. Oui. Donc c'est pas un problème qui mobilise beaucoup les parents. En dehors des 5 ou des 7 qui ont répondu. Non, certes, on comprend bien, mais ça n'amène pas une solution pérenne. C'est ça notre souci. Là, ce qui est proposé, c'est compte tenu du fait que la commune de Mestrie nous a mis tardivement au pied du mur, globalement en nous disant soit vous payez mes intérêts d'emprunt pour mes investissements immobiliers et une partie de mes investissements immobiliers, dont seule la commune de Mestrie est propriétaire. Là, ce qu'on propose, c'est pour le dernier trimestre de l'exercice budgétaire, qui correspond au premier trimestre de l'année scolaire, pour que les parents aient le temps de se retourner, c'est que pour ces 3-4 mois à venir, on compense intégralement, enfin moi c'est ma position, le surcoût des enfants de Nernier par rapport aux enfants de Mestrie. Oui, ça on ne conteste pas, on l'a bien compris. Et puis, je pense que c'est la solution Transitoire temporaire qui s'impose. C'est clair, mais ça ne résout pas le problème lié à ce dossier et à la collaboration avec Mestrie. Ça ne résout pas le problème de la participation de Nernier au coût lié au scolaire, périscolaire. Toutes ces questions de fond, en fait, qui empoisonnent les relations depuis pas mal de temps. Là, pour l'instant, on n'a pas avancé d'un iota. On a une solution temporaire, c'est bien, mais le problème n'est pas résolu pour autant. En sachant qu'on a sollicité la préfecture, qui nous a suggéré de demander une décomposition analytique des prix de revient, que ce soit en garderie ou au restaurant scolaire, à la cantine, et que nous avons eu un refus de la commune de Mestrie de nous communiquer ces éléments-là. Donc nous en avons fait part à la préfecture qui est en train d'analyser le dossier. D'accord, donc cette partie-là, je dirais, de la relation Mestrie-Nernier, aujourd'hui, elle est entre les mains de la préfecture, elle fera partie des sujets à travailler en commission avec ce groupe à créer. Donc, c'est pas ce soir qu'on va débattre là-dessus. Donc, juste une précision par rapport aux chiffres avancés. Ces chiffres de 312 € ou 156 € par enfant, ils correspondent à quoi? Est-ce que c'est uniquement l'aspect fonctionnement ou c'est également l'aspect de part d'investissement? Puisqu'on a vu que si vous vous reportez à une explication du maire de Mestrie, la question de la participation de Nernier donc, portait sur des frais de fonctionnement, mais aussi sur des frais d'investissement pour aider à combler le déficit que paye la commune de Mestrie sur le budget donc, du scolaire périscolaire. Alors aujourd'hui, la question plus simplement dite, est-ce que les montants articulés ne couvrent que la différence liée au changement de fonctionnement des prix ou ça couvre aussi la part déficitaire du budget Mestrie? Voilà, alors moi, je trouve que la question est intéressante parce qu'on repart à zéro. Là. On est reparti à zéro, je crois que vous n'avez pas... Voilà. Mais justement, nous, c'est ce qu'on a demandé, et d'ailleurs avec le soutien du sous-préfet, puisque le sous-préfet était en copie de tous nos courriers, et c'est lui qui, ne voulant pas le faire lui-même, a dit à la commune, vous demandez la décomposition du prix, et la mairie de Mestrie a refusé la décomposition du prix en nous disant qu'il n'avait pas la compétence ni la capacité pour décomposer ce prix. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'un prix est donné sans fondement pour un service public quand même. Il ne faut pas oublier qu'un service public ne doit pas faire de profit. Donc, on suppose que dans ce prix, il y a un amalgame quand même très, très, très fort entre fonctionnement, investissement, etc. Parce que je pense que si des enfants, pour un fonctionnement, mangent pour 10 €, des petits, ils ont quand même moins de 11 ans, eh bien, franchement, j'espère que c'est bon, parce que c'est quand même très, très élevé comme prix. Alors, nous, on ne peut pas décomposer le prix. C'est pas, nous, on n'est pas dans le budget de Mestrie.
Donc voilà la pierre d'achoppement. Vous-même êtes allé à un rendez-vous avec le maire de Mestris, dont il n'est rien sorti, absolument rien. Donc, à un moment donné, nous voulons avancer, nous, de notre côté. Non seulement la préfecture est saisie, mais le ministère de l'Intérieur, désormais, est saisi parce qu'ils veulent des réponses claires. Et une réponse claire sur ces notions de regroupement pédagogique où, malheureusement, souvent, la commune d'accueil essaye de rééquilibrer les budgets avec les autres, au détriment des autres communes, ce qui est quand même un comble. Donc là, tant que la commune de Mestris ne donnera pas la décomposition du prix, on ne saura pas ce qu'on paye. On paye pour les enfants, pour la cantine et pour la garderie. Est-ce qu'on paye de l'investissement? Probablement, puisque c'est un prix quand même qui est tellement élevé pour des produits de repas d'enfants. Je ne suis pas enfant, on a tous l'habitude quand même des prix alimentaires. Voilà, et donc j'espère que l'État qui doit nous donner des réponses imminentes aussi, c'est ça le problème, c'est qu'on attendait pour tout cela, elle n'est pas arrivée, mais la réponse est imminente sur comment faire et comment établir un prix qui soit un prix juste. Voilà. Et c'est la préfecture qui a saisi le ministère de l'Intérieur sur ce sujet, qui a saisi le service spécialisé. Donc dès qu'on a la réponse, on vous la donnera immédiatement, on vous la diffusera immédiatement. Évidemment, ça intéresse tous les élus. Ce soir, c'est une solution temporaire qui peut être proposée et dont on débat. C'est une solution d'application pour le mois de septembre, la partie du mois d'octobre, novembre, hors vacances, et puis évidemment la partie du mois de novembre, décembre, avant les vacances. Alors, sachant donc que ça, c'est des montants maximum qui sont établis par rapport aux tarifs votés par Mestris. Alors, comme je vous ai dit, le 3032 et plus en coefficient, c'est le plus élevé du tableau. Il faut déjà quand même en avoir conscience. Eh bien, à Mestris, c'est 7 € hors commune, puisque c'est pas seulement Mernier, je vous le rappelle, c'est hors commune de Mestris, c'est 10 €. Donc, un enfant qui mange 4 fois par semaine à la cantine va avoir à chaque repas un surplus de 3 €. Donc, on n'a même pas, voilà, on a tenu compte du tarif payé par Mestris à 7 €. Un enfant de Mestris paye 7 €. Un enfant hors Mestris paye 10 € et le tableau établi tient compte de ces 3 €. Voilà. Et comme nous avions les questionnaires où on a pu calculer le nombre de repas par enfant et par famille, après on a globalisé, quand il y a 2 enfants, on a dit ça fait tant de repas. La plupart des enfants ont des repas 4 fois par semaine, sauf un ou deux, je crois, qui vont 2 jours par semaine. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est très strict, les règlements de cantine. Le règlement de cantine donne accès en priorité aux enfants dont les parents travaillent, déjà. Il faut savoir, pardon. Voilà, donc si vous voulez, et en revanche, pour un petit coefficient familial, le tarif a diminué par rapport à l'année dernière. Le tarif a diminué, il est à 4 € pour hors commune de Mestris, 3 € pour Mestris, l'année dernière, c'était tout à 5 €. Voilà, il faut aussi voir les choses dans ce sens-là. Bon, maintenant, il y a effectivement, à partir du coefficient 1077, coefficient CAF, que la hausse existe puisqu'elle est à 8,50 contre 5 € l'année dernière. Voilà comment on a établi ce tableau pour savoir combien, imaginez que ça s'applique en totalité, quel sera le budget à financer, si vous le souhaitez, par la commune de Mernier. D'accord? Mais c'est à l'aveugle et on ne sait pas, on sait ce qu'on finance quand on a les affaires scolaires, mais on ne sait pas là comment est composé le prix. C'est tout. Voilà. Donc on est devant le fait accompli. On ne peut pas obtenir ce qu'on demande depuis plusieurs années, d'ailleurs, plusieurs années, non. Le CIVOM a été dissous en 2018. Depuis 2018, on dit qu'il faut qu'on mette tout ça au clair.
il y a également une convention qui régit nos relations et qui est toujours en vigueur, que Mestri n'a absolument pas annulée. Donc on est dans un imbroglio juridique quand même qui n'est pas facile. Hein. Alors nous, ce qu'on défend, c'est les familles de Nernier. Ce qu'on soutient, c'est les Nernier. En même temps, moi, je n'ai pas envie de faire d'enfants à la cantine, à la garderie, des enjeux malencontreux de ce type-là. C'est inadmissible. Quand on demande une décomposition de prix, vous demandez une décomposition de prix, ça ne sera peut-être pas à la minute, je ne vous le fais pas là maintenant, mais on est capable de le faire quand même parce qu'on a des factures de fournisseurs notamment. On a des états de service des agents. On est capable de dire, l'agent, là, la dame, elle vient nettoyer le restaurant scolaire tous les jours pendant 1 heure. Son salaire est en temps, on connaît son salaire horaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que c'est un exercice, mais les logiciels, ils vous permettent de le faire avec 3 boutons. Hein. Toc, 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 terminé, c'est fait. Voilà. Donc, j'espère obtenir rapidement le retour du ministère de l'Intérieur par l'intermédiaire de la préfecture. Hein. C'est surtout ça aussi. Et puis, il faut quand même ce soir, la rentrée c'est le 2 septembre, il faut prendre une position ce soir sur ce sujet, qui, comme vous le dites, est une position temporaire et qui donc incitera à créer cette commission. Hein, moi, j'ai aucun souci là-dessus. Voilà, pour que les choses soient claires, à condition qu'effectivement, Mestri veuille bien accepter de rentrer dans le détail de ses relations financières. C'est simple. Hein. Et je vous redis ce soir, et je le redis haut et fort, nous participons au fonctionnement, bien entendu, mais nous souhaitons également participer à tout ce qui fait fonctionner l'école hors bâtiment, c'est-à-dire des tables, des ordinateurs, des chaises, des crayons, des malins, toutes ces fournitures qui relèvent du budget de l'école, mais néanmoins auxquelles participent forcément les communes. Et nous, là-dessus, on est tout à fait d'accord. À partir de là, on souhaiterait aussi être un peu mieux associé à la gestion de l'école par une représentation d'un élu, par exemple, hein, au conseil de classe ou au conseil des élèves, des parents d'élèves, pardon, ça nous semblerait la moindre des choses. Et nous l'avions demandé. Hein. Et dans la convention qui est toujours en application, on a demandé à plusieurs reprises, on ne peut pas prendre d'assaut comme ça et on n'obtient pas gain de cause. Voilà. Bon. Donc voilà. Juste une précision par rapport à la rencontre que nous avions avec M. Breza au mois de février. C'était un premier contact décidé en commission à la suite de la prise de connaissance de l'imbroglio qu'on ne comprenait absolument pas à l'époque. Nous avons souhaité rencontrer le maire de Mestri pour déjà faire connaissance et puis essayer de comprendre un peu. C'était un premier contact qui a été suivi d'aucun autre contact et qui fait qu'aujourd'hui on n'avait pas pu apporter de solution. Donc ce contact-là, il n'était pas destiné à amener une solution sur un plateau, mais à essayer pour nous d'y voir un petit peu plus clair dans un imbroglio qui n'a pas progressé. Voilà, exactement. Donc depuis cette rencontre, on en est strictement au même point. Exactement. Et c'est D'où vrai la que commission. ce prix de repas qui est annoncé de 10,50 €, on a l'impression qu'il sort du chapeau. Oui. Et on souhaiterait savoir comment il a été constitué. Et les services préfectoraux également. Mais ils demandent, ils veulent connaître exactement le contour des contraintes. Voilà. Alors, moi, ce soir, je vous propose, et on vous enverra la délibération demain matin, pour accord, bien entendu, mais ce soir, le vote sur la décision. Voilà. Et demain matin, vous avez la délibération tenant compte de la décision. D'accord? Est-ce que ça vous va comme ça? Alors, bon, vous êtes tous, vous voulez vous exprimer peut-être? Eh bien, moi, comme je représente Micro. ça... Le micro, parce que sinon, ça ne sera pas enregistré. Appuie sur le bouton. Comme j'ai le pouvoir de Mélissa, qui est, à mon avis, juge et partie, puisqu'elle a ses enfants en Mestri, je souhaiterais m'abstenir sur les idées de Mélissa. Voilà. Tu participes pas au vote. Voilà. Elle participe pas au vote. Voilà, elle participe, mais moi je participe. Voilà, d'accord. On est d'accord, c'est une élue intéressée au vote. Elle ne participe donc pas au vote.
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je pense qu'il serait intéressant dans les délibérations de bien indiquer que cette décision est transitoire. Oui. Ah oui, oui, oui. Les dates font foi. Hein. Bien sûr. Et non seulement donc les dates font foi et montrent que c'est une solution temporaire, la question va revenir à l'échéance de cette solution-là. Il y aurait lieu également dans la délibération de préciser le détail du montant pris en charge par la commune en faveur de ces familles, par souci de transparence, hein, parce qu'aujourd'hui on avance un montant, on ne sait pas comment il se compose. Ce sera le surcoût de ce que paient nos familles par rapport à ça. Voilà. Il faut bien le préciser pour que tout le monde soit au clair là-dessus. On ne va pas le mettre tout de suite parce qu'il y a des enfants qui seront malades, par exemple, malheureusement, hein, je ne le souhaite pas, mais il y a des enfants, par exemple, quand on dit que c'est un maximum, un enfant peut très bien ne pas aller à la cantine pendant 4 jours, ça fera moins que ce qui était, voilà. C'est pour ça on peut mettre le tableau en disant bien que ce sont des maximums, hein, tels que correspondant aux besoins des parents et à l'utilisation de ces deux services, voilà. Mais ensuite, voilà, si vous prenez la décision, et si on prend la décision d'apporter un soutien financier aux familles sur ces compléments de prix, eh bien, il faudra le faire sur facture, bien entendu, sur présentation des factures correspondantes. Une question vient à l'esprit là. Donc là, les besoins, ils ont été identifiés pour 5 familles. En admettant qu'une famille arrive durant la période transitoire et émette un besoin, donc elle aura droit également à ces mesures. Oui, on ne va pas faire, c'est pas non plus 15 000 familles qui vont se précipiter à la porte. Ce qu'on regrette, c'est que, voilà, ce sont les familles qui ne répondent pas. Je vous le dis franchement, c'est pas toujours facile pour des familles de donner, d'apporter comme ça, puisque les coefficients ou les revenus. Je vous le dis franchement. Et il y a des familles qui ont dit, nous, on paiera, c'est tout, c'est comme ça, on ne veut pas suivre cette procédure, puisque nous, on est obligés de les demander, hein, bien entendu. Des familles qui sont pratiquement confidentielles dans les coffres, mais il faudra même qu'on puisse suivre. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais aussi comme question, c'est pour toutes les familles, quels que soient les revenus, c'est temporaire, on est tous d'accord. Hein, c'est une solution d'urgence, on va dire, par rapport à cette situation. Est-ce qu'on fait pour toutes les familles, quel que soit le coefficient? Oui. Non, mais je vous pose la question, hein, répondez. Le souci, c'est que, comme vous le disiez justement, on navigue à vue. Voilà. Donc, essayons d'être le plus correct possible, ouais. Et puis de nous simplifier aussi la gestion de la question, qui est loin d'être facile. Non, elle est loin d'être facile, parce que normalement, on aide les bas revenus, là, on aide les hauts revenus, puisque les bas revenus ont la chance de voir leur budget scolaire diminuer. Voilà, vous voyez, donc on est... D'où les facteurs d'exonération. Voilà. Enfin bref, c'est une remarque comme une autre. Si tu permets, je précise quand même qu'aujourd'hui on paie 48 900 €, je crois, de contribution aux affaires scolaires. La demande de la commune de Messery, c'est qu'on paie 30 000 € de plus pour participer aux investissements immobiliers. Pour relativiser tout ce qu'on est en train de dire là. J'ose espérer qu'on y verra plus clair avec le retour du ministère de l'Intérieur, avec la création de la commission, et ça c'est un travail sur la durée, par de la négociation avec la commune. Donc c'est pas ce soir qu'on va résoudre la question, mais il est essentiel que cette question soit résolue à terme, parce qu'on ne pourra pas avancer à vue de trimestre en trimestre. Ça n'est pas correct. Avec la médiation du sous-préfet, ce sera en ce temps. Absolument. Donc, moi, je vous propose une délibération qui fixera donc, d'une part, le caractère temporaire de cette décision pour le premier trimestre de l'année 21-22, qui décide donc de prendre en charge le surcoût cantine et garderie
payé par les enfants qui fréquentent l'école de Mestri par rapport au tarif fixé pour les enfants de Mestri. On est d'accord? Donc on mettra Mernier et hors Mestri, parce qu'il n'y a pas que Mernier dans le coup. Hein, voilà. De ne pas, alors là je ne mettrai pas, mais on est bien d'accord qu'on ne tient pas compte des coefficients CAF, que c'est pour toutes les familles qui à ce jour nous ont fait savoir et connaître leurs besoins de cantine et de garderie. On est d'accord? C'est 3 mois ou 4 mois? Bah, c'est un trimestre, mais bon, le mois de décembre, il est à moitié, et on en laisse déjà 15 jours pour les vacances. C'est le dernier trimestre. Voilà, c'est septembre à décembre, voilà. Bon, voilà. Et comme l'éducation nationale parle toujours du premier trimestre, on a parlé comme il faut. Voilà. Hein. Mais bon, c'est de septembre, de la rentrée, jusqu'aux vacances d'hiver. Est-ce que, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Non, participe pas au vote. Et qui est pour à l'unanimité? Je vous remercie. Il est bien entendu que nous informerons les familles dès leur retour de la validation de la délibération. Hein, voilà. Donc, c'est pas demain, on vous l'envoie pour validation. Nous la faisons parvenir comme il se doit au contrôle de légalité. Et une fois qu'elle est revenue, bien entendu, nous la diffusons aux familles. Voilà. Alors, on va terminer cet ordre du jour. J'ai les questions diverses. Alors, j'avais des questions à remettre à l'ordre du jour, mais comme je n'ai pas été destinataire de ces demandes, j'étais un petit peu gênée, puisque normalement, elles doivent être présentées au maire. Mais je veux bien les ajouter en questions diverses et poser moi-même la question sur le centre de loisirs. Sur le centre de loisirs, eh bien, tout est en ordre pour, là aussi, prendre en charge le surcoût pour les enfants derniers, puisque nous avons là encore également parlé, le questionnaire était... demandait aussi la fréquentation de ce centre de loisirs de Champ-Mestri et le CCAS, puisque le CCAS s'est emparé du sujet et a voté favorablement. Alors, compliqué de faire un budget parce que les parents ne savaient pas encore trop ce qu'ils faisaient, etc. En tout cas, pour l'été, on n'a aucun retour au jour d'aujourd'hui. Nous espérons l'avoir, mais pour le moment, on a été saisi, pourtant les parents sont informés, on a été saisi d'aucune demande. Voilà, mais nous sommes là, le dispositif est en place, et les parents qui ont mis leurs enfants au centre de loisirs, Champ-Mestri, ou dans une autre structure où les enfants de Nernier payent plus cher que ceux de la commune d'accueil, eh bien, là, c'est pareil, nous attendons d'être saisis de demandes et nous verrons, donc, nous appliquerons ce que le CCAS a voté. Alors, j'aimerais reprendre le sujet qui avait l'air d'être, qui n'est pas aussi clos et bien encadré que ce qui semble, parce que cet été, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur du centre de loisirs de l'association, Sami Ben Salman, un monsieur très, très sympathique, très gentil, et je lui ai posé la question que, disons qu'il me restait en travers de la gorge suite au dernier conseil, c'était que était-il vrai que, comme vous l'avez rapporté, son centre ne voulait pas ou ne souhaitait pas accueillir les enfants Nernier? À quoi il m'a répondu que bien sûr que non, il m'a pu me faire l'historique, alors je ne vais pas le refaire ici, mais de toute la décomposition du cinéma jeune qui a donné lieu à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, situation qui le navre, et il nous a proposé, et c'était une proposition que je voulais faire remonter ici au Conseil, de venir nous faire une présentation de son association et il accepte de vouloir discuter avec une commission, donc ce serait l'occasion de discuter avec lui lors de la commission qui sera mise en place pour discuter avec l'ESRI. Il a proposé de venir discuter de comment pouvoir mener des négociations qui aboutiraient à bien
pour que Nernier puisse profiter à mieux de son centre et il se porte garant d'essayer de mettre en place une négociation saine avec Mesri et Champ. Donc moi ça me paraissait tout bénef, comme on dit. Et donc voilà, je remonte au conseil sa proposition et je pense que du moins on devrait l'inviter pour qu'il puisse nous faire part de son projet qui a l'air très stimulant et voilà. Écoutez, j'en suis ravie. Je suis contente que lorsqu'on l'appelle, il nous renvoie dans les cordes. Quand la mairie appelle et qu'avec vous, il discute, hein, tant mieux. Moi, je le connais bien puisque nous avons mené des opérations ensemble pour l'ensemble des enfants, notamment sur des matinées tri des déchets où ça se passait très bien. Alors bon, maintenant, vous m'obligez, tant pis, à mettre son mail dans le PV. Je mettrai donc le mail où il explique bien que les enfants de Nernier ne sont pas forcément attendus au centre de loisirs, donc je le mettrai à la suite de votre intervention. Le centre de loisirs, c'est d'abord deux maires qui votent les subventions. C'est une CAF, classe d'allocation familiale, qui verse une subvention. Donc c'est pas uniquement le directeur Samy, je le connais très bien, c'est pas uniquement en tête-à-tête dans une commission Nernier et lui-même qu'on peut traiter le sujet. Le sujet devra être traité effectivement en élargissant. Moi, j'ai moi-même rencontré la maire de Champ, qui, je vous le signale, est tout à fait ouverte parce que ça se réouvre en tant que centre de loisirs, il n'y a aucun problème. Hein, elle n'a fait aucune difficulté. Elle dit simplement que le centre de loisirs atteint des limites quantitatives assez importantes. Et qu'à un moment donné, ça pose des questions aussi d'accueil. Voilà, il faut aussi être dans le schéma actuel. Alors, le directeur, vous savez, il agit par délégation des deux communes. Il est dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, bien entendu, ou de prestations, suivant les cas. Et donc, disons que les décideurs en la matière restent les deux communes qui ont participé donc, et qui ont signé le contrat loisir avec la CAF. Et ce que j'avais proposé, moi, c'est qu'on regarde avec la CAF cet automne, en même temps avec l'accord du maire de Messy et l'accord du maire de Champ, pour rejoindre le contrat CAF, qui nous permettra donc d'avoir une participation légalisée au centre de loisirs de Champ-Mestry, qui deviendrait Champ-Mestry-Nernier, mais on ne revendique pas d'être dans le titre et le nom du centre de loisirs, en tout cas pas à ce stade, et qu'on puisse effectivement aussi percevoir les subventions que verse la CAF pour chaque enfant qui fréquente le centre de loisirs. Le contrat éducatif de loisirs, c'est quelque chose d'important. Donc, on est tous d'accord. Question simple et désarmante, est-ce qu'on l'invite pour qu'il nous présente son projet ou pas, sachant qu'il prévoit d'étendre ses activités, de proposer même des activités sur Mestri, ce qui est encore plus proche. Donc, ma question, elle est simple. Au-delà de tout ce discours, moi, j'ai pas pour envie ni pour prétention de faire le courrier ou le messager entre M. Belsalma et le conseil municipal. Est-ce qu'on l'invite pour pouvoir... J'ai compris que la réponse était non. Bon, alors on l'invite pas. Ou peut-être on pourrait même faire un vote, qui sait. Ça ferait pas de mal. C'était pas à l'ordre du jour, j'en suis navré. Voilà, mais non, mais c'est pas non sur M. Salma, c'est simplement prenons le sujet par le bout. Il y a une commission qui va se faire par le scolaire, vous pouvez l'étendre du côté de Mestri sur le centre de loisirs, et il faut ajouter la maire de Champ que j'ai déjà rencontrée sur le sujet, qui a une adjointe qui dit moi quand vous voulez on se voit, donc là-dessus ça c'est prêt. Une fois que le politique sera au point, c'est pas, si vous voulez, le concessionnaire, le titulaire du contrat qui peut agir. Moi, je suis sûre de la qualité de ses prestations. J'ai travaillé avec lui, je le connais très bien, il fait des choses fantastiques et c'est vraiment très intéressant. J'ai travaillé avec d'autres centres de loisirs aussi, d'autres prestataires comme Léo Lagrange.
Donc je connais la qualité de Jean Mestri. Et je le dirai toujours haut et fort. En attendant, le mail qu'il avait envoyé n'était pas très engageant. Maintenant, pourquoi l'a-t-il envoyé? Je n'en sais rien. Hein. Mais je ne souhaitais pas en faire état publiquement, il sera mis au PV du Conseil, c'est tout. Voilà. Et maintenant, on va relancer le côté politique. Et si vous voulez le rencontrer, vous pouvez le rencontrer, mais pas en conseil municipal public, évidemment. Juste une précision pour M. Brezard. Vous dites de manière très catégorique la réponse est non. On sait votre interprétation. C'est OK. C'est ce que j'ai compris de la réponse de Mme le maire, c'est d'abord une décision politique. Voilà. Et le directeur intervient dans le cadre d'une délégation des politiques. Donc là, il y aurait d'abord un discours, une discussion entre politiques. Il y aurait lieu pour la correction aussi vis-à-vis des interlocuteurs de donner une justification formelle de ce non et pas simplement dire non, point barre. Non, c'est d'abord une discussion au niveau politique. Après, bien évidemment que le directeur sera associé, mais c'est d'abord les politiques qui décident de la politique à tenir. Donc, on part du principe que cette position-là est la justification du non aujourd'hui et qu'elle est partagée par tout le monde. Donc, on peut ouvrir aussi la question au Conseil et pourquoi pas voter. Mais Madame Gras, la commune, la mairie n'a pas été saisie de quoi que ce soit. Voilà. Monsieur Bechtold me fait part d'une proposition qui ne nous est pas parvenue officiellement, et je réponds aimablement à une proposition émanant, tant mieux positive, d'un conseil municipal. Je lui réponds, mais au jour d'aujourd'hui, step by step, nous devons d'abord passer par une politique avant de rejoindre le directeur, qui à ce moment-là, quand le politique, et je l'espère, dira oui, à nous de travailler sur la manière d'avancer et de faire en sorte qu'effectivement, on puisse rejoindre ce centre de loisirs dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, rejoindre le contrat CAF qui s'appliquera en 2022, qui vient d'être négocié, hein, et qui s'appliquera en 2022, parce que là aussi, alors on dirait, elle parle encore budget, ben oui, mais le contrat CAF, c'est parce qu'il y a des subventions pour les enfants, ce qui est légitime, c'est la CAF. Hein, et qu'à partir de là, plutôt que de faire un fonds perdu, nous aurons à la fois une participation effective à un centre de loisirs et le financement qui va avec et qui est attribué à toutes les communes pour tous les enfants qui fréquentent des centres de loisirs. C'est tout. Voilà. Maintenant, rencontrer le directeur sur ce qu'il peut faire, etc., c'est, à mon avis, pas la bonne étape. Je le dis franchement. La bonne étape, c'est politique. Vous allez monter une commission scolaire, mettez-la aussi, mettez le centre de loisirs dedans pour l'esprit. Moi, on ira voir avec la commission, on ira voir Madame le maire de Champs, parce que ça sera toujours difficile de les voir ensemble, on essaiera de les voir ensemble, mais du côté de Champs, il n'y a aucun obstacle. Voilà. Bon, le dossier, excusez-moi, je pense que le dossier est clos, parce que là, autrement, on ne va pas en sortir. Il y avait, je crois, un deuxième sujet que vous aviez demandé. Ah oui, d'accord. Ah, la caméra. Oui, c'est ça. Comme je n'ai pas été destinataire, excusez-moi, mais voilà. Oui, non, mais c'est pas grave. Qui alors? Ah, tous les élus, et voilà. Sauf au maire. Alors, toutes mes excuses Non, mais officiellement. Non, parce que j'ai eu tout. Non, mais je vous assure, on a dit. Toutes mes excuses pour le manque de formalisme. Voilà. Donc voilà. Alors, sur la caméra, ben, c'est une caméra effectivement privée, donc. Je vais laisser Laurent Grillon s'exprimer sur le sujet parce que tu connais la réglementation. Moi, je ne la connais pas, donc ben oui, mais bon, moi, je n'ai pas non plus à m'exprimer dessus, c'est privé. Je pense que le mieux, c'est de s'adresser directement à celui qui l'a installé. Voilà, alors, j'ai une petite question diverse. Voilà. Okay, voilà, on me demande si, pour installer un commerce ambulant de pizza. Madame, monsieur la maire, excusez-moi, c'est écrit comme ça. Je possède un commerce ambulant de pizza au feu de bois. Je souhaiterais installer mon véhicule dans votre commune
Je pense en effet que ce service pourrait être tout à fait intéressé, etc. Blablabla. Tous les jours de la semaine et le week-end, de 11h à 22h, des horaires larges. Pourriez-vous m'indiquer les emplacements actuellement disponibles? Voilà. Donc, m'indiquer les conditions tarifaires, je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on donne suite? Est-ce que vous voulez un camion à pizza? Il y en a déjà un Messerie qui marche bien, hein. Je ne veux pas dire, mais bon. L'installer où? Bien, on n'a pas non plus de place centrale qui permette de le faire, hein. Moi je dis pourquoi pas essayer de donner suite, parce que bon, si le commerce marche, il marchera, s'il ne marchera pas, il ne marchera pas, mais on peut donner la chance à la personne, d'autant que le camion le food truck de Messerie n'est pas un camion à pizza. Ils font des burgers faits maison et bio, etc., mais c'est pas le même produit, donc je pense pas qu'il y ait de concurrence directe sur la question. Alors, monsieur Bechtold, vous allez nous proposer rapidement des endroits pour mettre. Pour ma part, j'en suis bien incapable dans la mesure où il faut quand même que ce soit visible, que le village historique, c'est pas possible. Maintenant, voilà, que les problèmes de parking pour ce qu'ils sont, puisqu'on ne pourra pas supprimer de place de parking, il faut mieux pas quand même, surtout proche du village. Donc, je vous propose de vous faire une proposition, hein. Demandez aux autres élus de vous aider si vous voulez, hein. Moi, j'attends votre proposition d'emplacement. Merci. Est-ce que du coup on peut me faire suivre l'adresse mail et puis Je vous envoie le mail demain matin. Merci. Je voudrais juste poser une question. J'ignore un petit peu, c'est une question un peu bête, mais est-ce que ça ne fait pas un peu ombrage à certains de nos restaurateurs qui ont déjà beaucoup de mal je pense à des personnes qui travaillent énormément et qui font vraiment des efforts pour avoir une panoplie prête, qui est très complète, et je trouve ça. Est-ce qu'on risque pas de tirer sur des gens qui travaillent beaucoup, qui ont déjà de mal? Voilà. Je voulais ça. C'est une question. La question est pertinente. Merci. Moi, j'ai pas l'impression. Moi, je pense que de toute façon, la question se pose au niveau de l'offre. Est-ce qu'il y a une offre de pizza? Non. Enfin, je pense que de toute façon, la question se réglera toute seule, comme toujours dans ces histoires de commerce. C'est-à-dire, on peut essayer de faire du protectionnisme sur Mernier. Les gens iront acheter leur pizza à Messerie. Bon, voilà. Je pense qu'on peut essayer de donner la chance à la personne, ou du moins essayer de rentrer en contact pour voir ce qu'il propose, parce que là, on a une offre. Enfin, on a une proposition quand même très succincte. Je fais des pizzas. Bon, il faudrait voir le produit. Si, par exemple, il y a une plus-value, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est fait maison? Moi, je pense qu'il faut essayer de déjà rentrer en contact, juste simplement pour voir quel est le produit proposé. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut donner une chance à tout le monde et il faut rentrer en contact. Mais faisons déjà un sondage dans ce cas-là, ce que pensent nos restaurateurs sur place, avant qu'on s'engage à quelque chose. Honnêtement, hein, on vient quand même de donner une chance à des personnes qui travaillent comme des fous et qui ont déjà un peu de mal parce qu'il n'y a pas eu des touristes assez. Ils font ce qu'ils peuvent. Et donc, je pense qu'il faut quand même regarder un tout petit peu les personnes qui sont présentes. Alors, qui fait quoi? Bah, moi, je veux bien prendre contact avec la personne et voir ce qu'elle a proposé, et puis poursuivre juste simplement, en tout cas, un dialogue avec lui dans un premier temps. Lui ou elle, hein, d'ailleurs. Bon, effectivement, je viens d'apprendre la proposition, donc là, en réaction un peu à chaud. C'est vrai que il me semble que ça vaut la peine déjà de creuser un petit peu pour voir qui est cette personne, ce qu'elle a proposé comme prestation. Et puis, je partage également l'avis de Gunilla par rapport aux autres restaurateurs. Mais la question, c'est de savoir, et ça, il n'y a que lui qui pourra nous répondre, si son produit va faire ombrage aux restaurateurs ou pas, ou s'ils peuvent cohabiter. Et puis, il y aura aussi la question de la restauration l'hiver. Quand le village rentre en période de somnolence, est-ce que cette personne serait prête à venir pour mettre un petit peu d'animation? Tout ça, c'est des pistes à creuser qu'on n'a pas là. Donc, je pense que ça vaut la peine, effectivement, de prendre contact avec ce monsieur, ou cette dame, je ne sais pas, pour voir ce qu'il a à nous proposer. Et puis après, on jugera si c'est
compatible, je dirais, avec nos propres restaurateurs. Bien, je vous envoie le mail demain. Je vous fais transférer le mail de demande demain. Mathéo Pêcheur s'en occupe. On est de ces contacts-là, vous nous enverrez voilà, un petit rapport et ensuite on verra bien comment on suit. Si on suit, si on ne suit pas, et voilà. Alors, d'autres sujets en question diverses. Jérôme, il me semble qu'on avait parlé de l'incendie, la sécurité incendie. Non, tout est... Oui, faut. Non, tout est à jour et il manquait plus que les plans d'évacuation ou de sécurité qui ont dû être mis en place, y compris à l'église, je pense. Ça a dû être fait aujourd'hui, comme ici. Vraiment, il n'y a rien de particulier. Donc. Enfin, nous sommes en sécurité complète sur les bâtiments désormais. Voilà, et puis la mise à jour aussi de tous les extincteurs, l'entretien de tous les appareils d'alarme, etc. Parfait, merci. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Est-ce que c'est bon? Alors, je clôt, en vous remerciant, je clôt le conseil municipal à 19h50. Vous souhaitant une bonne fin d'été et à bientôt. Merci de votre présence. Signature. Toujours de signature.